Pigeon, oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes. Tu es vraiment le plus agile. Salut les petits fours à la crème, aujourd'hui ça m'énerve, les gens qui se positionnent en sachant alors qu'ils y connaissent que dalle. Et pour illustrer cette tendance, je reviendrai sur le concept de sociopathie. Ce qui me permettra de compléter la vidéo que j'ai déjà réalisée sur ce sujet. Je vous raconterai d'abord comment j'ai vécu certaines réactions à cette précédente diffusion, et ensuite je vous ferai une petite paupiette explicative sur ce concept et sa réalité clinique. Enfin, je vous détaillerai en quoi ce profil est différent de la psychopathie et de la perversion dite narcissique. Nous, les psys, en fonction de notre formation et de notre pratique de terrain, il y a forcément des pathologies qu'on maîtrise plus ou moins bien. Et on a souvent des lacunes dans certains domaines. Et dans mon cas, par exemple, la psychose, c'est pas exactement ce que je maîtrise le mieux. D'ailleurs, pour ma vidéo sur la psychose, j'ai préféré proposer à quelqu'un d'autre de parler de sa pratique de terrain. Encore merci à Kevin pour ses interventions. L'autisme, la psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, tout ça, je connais un peu, comme tous les psychologues cliniciens, mais bon, disons que c'est pas spécialement ma tasse de thé. Bref, par contre, je suis spécialisé en psychocriminologie. Ça veut dire qu'en plus de 13 ans de pratique spécialisée, j'ai eu l'occasion d'étudier plus d'1 millier de patients avec une problématique transgressive. Mais bon, arrondissons à 1000. C'est pas mal déjà, hein? Oh, dis donc, t'es super fort. Mais je suis pas super fort, je suis mieux que ça, même, je suis surpuissant. Oui, je sais, je me la pète, à mort, grave. Et c'est pas fini. Bon, lui, il va me prendre la tête. Mais vous verrez que ce chiffre aura aussi son utilité un peu plus tard dans la vidéo. Bref, tout ça pour dire que quand je traite de psychocriminologie, je crois qu'on peut dire que je sais de quoi je parle. Tu veux que je te raconte un souvenir? Un souvenir? Oh oui. Eh bien, figurez-vous que lorsque j'ai sorti ma précédente vidéo sur la sociopathie, j'ai eu droit à des dizaines de commentaires de gens qui affirment que je dis de la merde. Et je ne parle pas de professionnels, non, je parle de gens qui ont probablement vu d'autres vidéos ou lu des livres peut-être, et qui m'expliquent mon métier. Et ça m'énerve. Autrement dit, en termes de jeu psychologique, on pourrait considérer que ces personnes m'invitent à jouer à des scènes types de jeux psychologiques comme « le mien est mieux que le tien » ou encore « les défauts ». Des invitations relativement fréquentes quand on diffuse des vidéos sur YouTube. Ces internautes, apparemment insatisfaits, entrent dans le triangle dramatique avec un statut de sauveteur. Celui qui sait, qui rétablit la vérité, et qui me présente au mieux comme un incompétent et au pire comme un imposteur. Bref, le persécuteur coupable de désinformation. Ils deviennent ainsi mes persécuteurs et je deviens leur victime. C'est très désagréable. Ils valident ainsi une position de vie plus-moins, mon savoir a plus de valeur que le tien. Avec cette nouvelle vidéo, en exprimant ma colère envers mes persécuteurs, et en les faisant passer au mieux pour des trolls et au pire pour des ignares illégitimes, on peut considérer que je reste dans le triangle, puisque je prends le risque de devenir le persécuteur de mes persécuteurs. Je leur offre ainsi un contrat de victime, et donc une invitation à poursuivre le jeu psychologique. Ce n'est pas très mature ni constructif de ma part, me direz-vous. Oui, mais ça fait du bien, vous répondrai-je. Bon, mais alors, maintenant que c'est fait, comment sortir de ce satané triangle? Eh bien peut-être en tentant d'apporter un nouvel éclairage théorique, informatif, factuel, bref, pour les amateurs d'analyse transactionnelle, de l'état du moi fonctionnel, adulte. Alors déjà, la sociopathie, est-ce que ça existe? Eh bien je dirais que oui, probablement. Même si sur plus d'1 millier de patients transgressifs que j'ai pu étudier, il n'y a eu qu'un seul cas qui a conduit mon équipe spécialisée à évoquer cette catégorie. Moins de 1 pour 1000 sujets,
tous mis en examen pour des crimes ou des délits d'atteinte aux personnes, 0,1%. Bon, avouez que ça fait pas beaucoup quand même, hein. Surtout que le suivi thérapeutique de cet unique patient apparemment sociopathe a révélé quelques traits paranoïaques bien corsés qui nous ont conduits à nuancer le diagnostic initial. Bref, on peut supposer que la sociopathie est encore moins fréquente dans la population totale et donc particulièrement rare. Bon après, j'ai beau être spécialisé, j'admets que je n'ai pas rencontré beaucoup de sujets issus du milieu du crime organisé. Comme des braqueurs ou des tueurs à gages, par exemple. Or, ces activités requièrent certainement des capacités d'adaptation, d'autocontrôle et d'anticipation qui font quand même souvent défaut aux autres profils transgressifs que j'ai pu rencontrer. Mon approche est purement logistique. Si je suis efficace, c'est grâce à un simple fait. J'en ai rien à. Mais alors, quel est le problème avec cette catégorie et sa distinction d'une autre catégorie, la psychopathie? Tout d'abord, la sociopathie n'est pas une catégorie habituelle des expertises judiciaires francophones, alors qu'on la retrouve bien plus fréquemment dans la psychopathologie américaine spécialisée. De même que les anglophones n'ont pas fréquemment recours au concept de pervers narcissique. Le bien et le mal, c'est un jeu. Oh, il n'y a ni bien ni mal. Il y a ce qui est. Ils ont bien le narcissiste, mais pas le fameux PN, comme on dit chez nous. Et le problème, c'est que si on enlève la dimension perverse du pervers narcissique, bon bah, c'est plus la même limonade là, forcément. T'as juste l'air de l'amalgame de ce que les gens t'ont dit que tu étais. Tu mènes la vie que les gens veulent que tu mènes. On voit la souffrance sur ton visage et tu te demandes si tu fais bonne figure. Et oui, traduire dans une autre langue, c'est bien souvent dire autre chose. Par contre, on a bien récupéré le concept de psychopathie dans le jargon psychopathologique francophone. Et là où ça se complique, c'est que ce que Robert Hare, le spécialiste canadien du sujet, appelle des psychopathes, correspond grosso modo à ce que les professionnels francophones appellent des pervers, ou des pervers narcissiques, si vous préférez. Pour développer ce concept, Hare s'est inspiré du livre de l'américain Harvey Milton Cleckley, Le masque de normalité. Publié en 1941, Cleckley distingue déjà plusieurs formes de psychopathie. On y retrouve le fonctionnement clivé du pervers, tel qu'il a été décrit par Freud, Lacan puis Racamier, d'où le titre de son livre. Eh oui. Mais aussi des traits de personnalité caractéristiques de la psychopathie, comme l'instabilité ou l'incapacité d'introspection. Résultat, lorsque Hare distingue la psychopathie de la sociopathie, le psychopathe ressemblerait plus au pervers dit narcissique, tandis que le sociopathe correspondrait à la personnalité d'un gros psychopathe. Voilà. Oui, je sais, c'est le bordel. Et pour ajouter encore un peu plus de confusion dans ce gloubi-boulga, je précise que la psychiatrie générale américaine ne fait absolument pas la distinction entre ces trois profils. Dans le DSM, leurs fonctionnements sont fusionnés dans la catégorie du trouble de la personnalité antisociale. Et pourtant, ces trois profils ont bien des caractéristiques différentes. Bon, en résumé. La personnalité perverse, ou structure perverse, ou encore perversion dite narcissique, est un fonctionnement fondé sur le déni et le clivage. Une double personnalité. Dans certains contextes, le pervers apparaît comme une personne ordinaire, éventuellement doté d'empathie et d'autocritique, comme un gentil névrosé qui a bien intégré la morale et les interdits. Mais dans d'autres contextes, le clivage va faire émerger une personnalité plus immature, égocentrique et parfois même sadique, avec une satisfaction dans la triche, la manipulation, l'emprise et la réification, c'est-à-dire la réduction de l'autre à l'état de marionnette inanimée. D'où l'usage du terme perversion. Autrement dit, la jouissance de la toute-puissance infantile et surtout l'absence totale de remords. Il y a un énorme souci avec le protecteur. C'est un malade. Dans la série The Boys, le personnage de Homelander, le protecteur en français, illustre parfaitement le concept de perversion narcissique.
Je suis le plus grand de tous les super-héros. Et j'ai le droit de faire absolument tout ce que je veux. On peut même difficilement trouver mieux. Enfin, pire. Enfin bref, vous m'avez compris. Il est pervers dans sa personnalité, mais aussi dans sa sexualité. Et en plus, il est effectivement narcissique. Ou mégalo, si vous préférez. Je ne suis pas comme chacun d'entre vous. Je suis plus fort, je suis plus malin. Je suis meilleur. Je suis meilleur! Ce qui, contrairement aux idées reçues, n'est pas forcément l'aménagement de personnalité le plus saillant chez tous les pervers. Bref, la totale, salade, tomate, oignon. Son clivage lui permet d'être à la fois le plus populaire des super-héros et le pire vilain de la série. Et je suis impatient de vous révéler à tous mon nouveau moi. Et son identité de super-héros n'est pas qu'une simple façade, car il est narcissiquement attaché à l'image positive qu'elle renvoie de lui-même. Elle lui permet d'avoir une très bonne estime de soi, malgré ses comportements déviants. L'homme poisson, c'est pour toi, mon pote, pour moi. Il est manipulateur, sadique, Merci, un homme. et prend un malin plaisir à provoquer de l'angoisse chez ses interlocuteurs. Une recette coréenne, une véritable merveille. Nom de Dieu, c'est Timothy. Putain, c'est un ami. Je peux pas le manger. Mais si, bien sûr que si, enfin. Timothy va être un vrai délice. Mais sa fragilité est évidente, alors même qu'il est l'un des personnages les plus puissants jamais vus dans un univers de fiction. Il a besoin en permanence d'être valorisé aux dépens des autres et conforté dans sa toute-puissance. Les gens m'aiment d'amour. Et son immaturité le fait réagir à toute forme de frustration, comme un enfant capricieux âgé de 3 ans environ, c'est-à-dire en cassant ses jouets. Sauf que ces jouets sont des gens. Contrairement aux idées reçues, les pervers ne sont pas forcément très intelligents, hein, ça n'a juste rien à voir en fait, hein, et la bêtise n'empêche pas d'être manipulateur non plus, ça n'a rien à voir. La psychopathie, selon l'usage habituel des professionnels francophones, ou sociopathie selon Robert Hare, qu'on retrouve fréquemment en psychocriminologie, correspond à une personnalité impulsive, instable, fruste, peu scrupuleuse ou empathique, souvent agressive, voire brutale, et généralement pas très futée. Même s'il existe des psychopathes de haut niveau. Il s'agit avant tout d'un déficit de la fonction fantasmatique, avec des capacités d'introspection et d'élaboration très limitées, qui ne permettent pas d'anticiper, de planifier à l'avance et de réprimer la vie pulsionnelle. On retrouve fréquemment des carences affectives chez les psychopathes, ainsi qu'un manque de repères éducatifs stables et structurants, conduisant à une mauvaise intégration de la morale et des interdits, et donc à un mépris pour les normes sociales et la souffrance des autres. Dans le film No Country for Old Men, le personnage d'Anton Chigurh est certainement l'un des psychopathes les plus marquants de l'histoire du cinéma. Même s'il est quand même plus malin que la plupart des psychopathes que j'ai rencontrés. Je vous ai demandé de descendre. Son absence totale d'empathie et de scrupules se perçoivent d'emblée dans sa froideur. C'est pour quoi faire, s'il vous plaît. Il n'exprime aucune émotion. Veuillez ne pas bouger. Merci. Sa simple présence est inquiétante car il paraît totalement imprévisible. Et toute personne qui croiserait sa route serait susceptible de se faire tuer. On peut dire ça comme ça, si vous voulez. Non, c'est pas que je le veuille ou pas. C'est comme ça. Pas forcément pour des raisons logiques, mais en fonction de son humeur, de son impulsion du moment, ou même du hasard. C'est quoi le plus gros que vous ayez perdu à pile ou face? Et on l'imagine mal travailler en équipe, en intégrant un groupe de malfaiteurs, par exemple. Car il serait totalement hors de contrôle et pourrait compromettre n'importe quel plan collectif. Il peut se montrer manipulateur, mais alors qu'un pervers le ferait pour éprouver sa toute-puissance, lui il le fait parce qu'il peut le faire, tout simplement. Il ne ressent ni peur ni anxiété, ce qui le rend très téméraire. Mais du coup, il lui manque des sources de perception de la réalité. En l'occurrence, la conscience du danger ou des conséquences de ses actes. Et par exemple, il peut commettre des infractions en plein jour,
en public et à visage découvert, et donc prendre aussi le risque de devoir supprimer ensuite les éventuels témoins ou de se faire coffrer. Et l'ironie du sort, c'est qu'il finit par se faire percuter par une voiture alors qu'il passait au feu vert. Ah, pour une fois qu'il respectait les règles. C'est con quand même, non? Contrairement aux pervers, les psychopathes ne sont pas très intimidables par la sanction judiciaire et ne craignent pas tellement la prison. Enfin, on peut distinguer une troisième catégorie, le psychopathe de Robert Hare. Mais comme cette case est déjà prise par chez nous, il ne nous reste plus qu'à inverser les concepts pour évoquer la sociopathie. Une personnalité qui n'est pas clivée, mais qui n'est pas non plus impulsive, qui méprise les normes sociales, mais qui est tout à fait capable d'anticipation, ce qui lui permet de préméditer ses actes transgressifs. Il n'a que peu d'empathie chaude, émotionnelle, mais suffisamment d'empathie cognitive, froide, pour s'adapter aux autres et les comprendre. Et il n'éprouve pas de scrupules ni de remords, mais peut tout à fait s'abstenir de passer à l'acte si c'est dans son intérêt. Le film C'est arrivé près de chez vous est une parodie de documentaire dans laquelle un tueur professionnel, prénommé Ben, incarne une caricature de sociopathe. Bien que totalement dénué d'empathie émotionnelle, il n'est pas du tout froid, bien au contraire. Il est même chaleureux, voire charmeur. Est-ce qu'il y a dans votre entourage, ici parmi vous, quelqu'un qui vous rend souvent visite ou quelque chose comme ça? Et il est capable de se servir de sa compréhension des émotions des autres pour exécuter ses projets. On m'appelle Mamie et... Mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, Mamie Tromblon, hein! Il n'éprouve pas non plus de difficultés d'élaboration ou de planification. Donc ici, je suis foutu une trouille bleue, ce qui me permet d'éviter de gaspiller une balle, tu vois. C'est un tueur méthodique qui applique une logique rationnelle dans le choix de ses victimes et s'assure d'effacer les traces de ses crimes. Une vieille dame, par exemple, ou un vieil homme, 5 fois le poids. Les os sont poreux déjà. Hein. Il s'intéresse à l'art, il joue de la musique et il récite même de la poésie. Bref, il est bien trop cultivé et créatif pour être un simple psychopathe. Il est également manipulateur, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est un moyen d'atteindre un autre objectif, comme obtenir de l'argent ou faciliter son activité. Dis, t'as un zoom sur ta machine? Tu saurais me faire un zoom et me dire où il est? Il n'a pas non plus de difficulté à tisser des liens relationnels. Mais quelle bonne nouvelle! C'est même un véritable leader qui parvient à rendre progressivement complices les journalistes qui le suivent. Qu'est-ce que tu veux boire? Oh, je vais prendre ton petit cognac. Tu prends du cognac? Ouais, je vais prendre un petit cognac. Et les amis? Demande-leur ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Vous noterez que ce personnage présente malgré tout quelques fragilités psychologiques qui se manifestent dans certains contextes. Des aménagements narcissiques et paranoïaques s'illustrant notamment par une forte susceptibilité. Non, c'est moi. Ce qui nous rappelle que les aménagements de personnalité peuvent faire toute la différence pour une même structure de base. Je peux avoir un peu de mousseux. D'autre part, il lui arrive de se comporter de manière plus impulsive. Par exemple, alors qu'il est en état d'ébriété, ce qui a tendance à désinhiber la vie pulsionnelle, il va entrer dans une maison au hasard, puis en violer et en massacrer les occupants. Alors ok, il est complètement bourré, mais enfin quand même, ça pour le coup, c'est vraiment un comportement de psychopathe. Comme quoi, la frontière entre le psychopathe et le sociopathe est parfois ténue. Contrairement aux psychopathes et aux pervers, certains sociopathes respecteraient une sorte de code de conduite personnel. Je n'aime pas l'infanticide. Pourquoi? L'enfant ne rapporte rien, Rémi. Tu vois, il n'est pas... théoriquement, il n'est pas solvable. Tu comprends? Voire même un véritable code d'honneur encadrant et limitant leurs actes transgressifs. J'ai une question à te poser. Si la règle que t'as suivie t'a mené où t'en es, à quoi a-t-elle servi? Un code moral qui tiendrait plus de l'idéal narcissique que d'un éventuel surmoi névrotique, faut pas non plus déconner. Est-ce que tu te rends compte à quel point tu es fou? Hein? Tu parles de la nature de cette conversation? Je parle de ta nature à toi. On retrouve fréquemment ce profil parmi les vilains des univers de fiction, mais on ne les rencontre pas souvent dans la réalité, parce que même les pires salauds présentent la plupart du temps des fragilités psychologiques.
Voilà, en gros l'idée c'est que si ça devait se résumer à une bataille de dictionnaire, eh ben ça n'aurait pas tellement d'intérêt en fait, hein. Il y a le mauvais chasseur. Le mauvais chasseur, c'est un mec qui voit un truc, il tire. Voilà. Ça c'est sûr. Alors là, on le reconnaît à la ronde. Tu loupes pas là. Et le bon chasseur, il voit un truc, il tire. Mais bon. Mais bon, c'est un bon chasseur, quoi. Je veux dire, c'est pas. Je veux dire, ça. Bon, de toute façon, ça c'est les questions à la con. Faut leur expliquer aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence après. Est-ce qu'on dit sac plastique ou poche plastique, pain au chocolat ou chocolatine? Dedans, il n'y a pas de pain. Il n'y a que de la pâte feuilletée, avec un peu de chocolat. Un peu de chocolat? On dit chocolatine. Franchement, moi, je m'en bats les roubignoles. Est-ce qu'on dit couilles ou roubignoles? Je m'en bats un peu les sacs plastiques. L'important n'est pas le nom de la catégorie psychopathologique, mais son utilité pour mieux comprendre les fonctionnements humains. Seuls les Toulousains sont aussi absolus. Je ferai ce que j'ai à faire. Pour plus de détails, je vous mets en description ma précédente vidéo sur la psychocriminologie. Avant son visionnage, je vous suggère de visionner préalablement les 7 premières saisons de la série The Walking Dead, dont je me suis inspiré, mais pas nécessairement les saisons suivantes, hein, parce qu'après ça devient un peu n'importe quoi. Bon alors, sauf si vous ne craignez pas le spoil, ou que vous pensez que vous ne regarderez jamais cette série, bon, dans ce cas-là, vous pouvez aller directement regarder ma vidéo. A bientôt pour un prochain sujet qui m'énerve. Et en attendant, prenez soin de vous, mais pas trop. Thank you.